Donc, tout d'abord, D'accord. merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et après notre rencontre au salon, d'avoir fait le pas de venir nous rencontrer ce soir lors de ce webinaire. On va parler un petit peu d'un sujet d'une question qui paraît assez grande hein, par sa teneur. Comment trouver sa vocation? Et du coup, lors de ce webinaire, du coup, je vais un petit peu vous présenter en deux parties. La première partie sera un petit peu sur les constats qu'on a un petit peu dans le monde du travail et sur les plans de compétences, un petit peu ce qui est proposé sur le marché, les différents types de bilans de compétences qui sont disponibles sur le marché. Et ensuite, je vais me concentrer sur vous expliquer un peu plus en détail la démarche que nous entreprenons avec Excellent, justement avec une méthode qui est bien particulière, où je vais justement prendre le temps de vous expliciter cette méthode et vous indiquer le pourquoi du comment. On considère que cette méthode-là, elle a une vraie valeur ajoutée pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin que les bilans de compétences classiques. Donc voilà. Donc sans plus tarder, du coup, je vais commencer. Ça. On va commencer D'accord. par un constat sur en fait dans le monde du travail aujourd'hui, et je pense que vous qui êtes venu au salon de Wellbe Pro, si c'est pas votre cas, en tout cas, c'est des éléments qu'on retrouve depuis maintenant pas mal d'années dans le monde du travail, globalement, que ce soit chez les salariés, chez les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, où en fait, il y a on pourrait dire une crise de sens. C'est vraiment le maître mot qui revient au travers des différentes études, ce qui est assez étonnant parce que souvent on pense que c'est plutôt les conditions de travail, les salaires, etc., qui peuvent revenir comme étant la préoccupation numéro une. On se rend compte de plus en plus depuis quelques années que, au contraire, ça a switché vers la notion de sens. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, par exemple, on a 72% des personnes qui envisagent de quitter leur emploi actuel. Pourquoi? Pour trouver plus de sens ailleurs. Pareil chez les jeunes, notamment chez les 16-25, mais pas que, mais les 16-25, c'était assez intéressant de voir que aujourd'hui, le sens passe devant la rémunération. Chose qui D'accord. paraissait assez invraisemblable de prime abord, mais qui est une réalité. C'est-à-dire que le sens passe devant le niveau de salaire. Le troisième point, ce qu'on peut relever, c'est que il y a aujourd'hui beaucoup de demandes de bilan de compétences et la demande a explosé. C'est-à-dire que depuis avant le Covid, donc depuis 2019, chaque année, il y a une augmentation de plusieurs dizaines de milliers de demandes de bilan de compétences. Donc là aussi, les bilans de compétences, on pourrait se dire quels sont les moteurs qui déclenchent les bilans de compétences. Encore une fois, le numéro un, ce qui vient devant toute chose, c'est le sens au travail, la quête de sens. En numéro 2, ce qui est intéressant, c'est que c'est la souffrance au travail. Alors, ces deux chiffres, on pourrait dire 63-59, ça fait pas 100%. En fait, ça peut être lié. C'est-à-dire que des gens peuvent avoir à la fois la souffrance au travail qui a déclenché et la quête de sens. C'est pour ça qu'on peut avoir des chiffres qui se superposent. Mais en tous les cas, là aussi, on voit que vraiment le sens est au cœur des préoccupations. Et bien entendu, les crises de burn-out, la nouvelle maladie, malheureusement la maladie à la mode et la maladie qui est anticipée par les psychologues comme étant celle qui va dominer le monde du travail dans les prochaines années, qui est le burn-out. Aujourd'hui, c'est difficile de qualifier un burn-out. Il y a certains symptômes, mais on va dire que ça reste quand même, médicalement parlant, assez difficile de statuer qu'est-ce qu'est un burn-out. Mais globalement, c'est un état de fatigue chronique très avancé, et notamment sur les burn-out sévères, c'est une incapacité totale à travailler, une incapacité parfois même à se lever, qui peut même provoquer ou être le bras armé d'une dépression sévère. Donc, c'est vraiment des choses qu'on observe de plus en plus dans le monde du travail. Et je pense que toute personne qui a dans son entourage ou dans le monde du travail connu soi-même ou a connu des gens qui ont connu ces situations. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est quand même 34% des salariés français, chose qui paraît assez hallucinante, un tiers des personnes et 13% en burn-out sévère, sachant que le burn-out sévère, ça c'est vraiment le terme anglais, donc burn-out c'est vraiment brûler, d'accord? On parle que neurologiquement parlant, il y a des circuits neuronaux qui peuvent être complètement, entre guillemets, grillés post-burnout. Et donc, on peut vraiment avoir des cas de burnout où on est dans l'incapacité de revenir à l'état pré-burnout.
Donc, c'est pour ça que c'est une maladie qui est à surveiller de près, et notamment ses symptômes, notamment la fatigue chronique, euh, l'irritation, etc., les différents symptômes, pour éviter d'y tomber dedans. Donc, ça, c'est un premier constat. Donc, numéro un, les problèmes de santé. Ensuite, du coup, les bilans de compétences qui, justement, explosent aujourd'hui. En gros, qu'est-ce que c'est un bilan de compétences? Le but, d'abord, c'est quoi? C'est le but d'un bilan de compétences, c'est de faire le point sur sa situation professionnelle et sur les perspectives d'évolution professionnelle que l'on peut avoir, justement, liées à sa situation actuelle. Comment on le fait? On fait en fait un listing des compétences qu'on a pu acquérir dans le monde de l'entreprise, dans son expérience professionnelle, voire même personnelle. Puis, on y associe les aspirations, les envies des personnes et on construit un projet professionnel, un plan de carrière qui est lié à ces deux éléments. Et bien entendu, le plan légal du bilan de compétences, c'est que c'est obligatoirement réalisé par un partenaire qui est certifié par l'État, donc qui est certifié notamment ce qu'on appelle Calliope. Donc c'est quelque chose qui participe de la, on va dire de la conformité légale, c'est d'être agréé Calliope. Et de ce fait, les bilans de compétences sont finançables par le CPF, qui est là aussi un dispositif d'État. Aujourd'hui, les bilans de compétences du marché, globalement, euh, ont un programme qui, somme toute, est relativement uniforme. C'est-à-dire que même si les terminologies employées sont parfois un bilan de compétences unique, la réalité, et n'ayant pas peur des mots, c'est que ils ont plutôt d'unique que le nom. Pourquoi? Parce que globalement, si vous avez fait le tour un petit peu des bilans de compétences, vous allez voir qu'un bilan de compétences, généralement, ne va pas sortir de ces éléments. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça propose? Des tests de personnalité pour savoir un petit peu les types de personnalités qu'on a au travers de différents outils. On fait un listing des compétences professionnelles ou un inventaire. On fait un parcours de vie. On identifie les motivations, les envies des personnes, les rythmes de vie, parce que c'est aussi quelque chose qui est pris en compte, le télétravail, est-ce qu'on peut travailler à 80%, 60%, etc., la mobilité géographique, et c'est animé par un conseiller en bilan de compétences. Donc ça, globalement, c'est le programme qui est proposé par les différentes sociétés, différents organismes sur les bilans de compétences. Okay. Donc, encore une fois, ce qu'on appelle unique, généralement, c'est plutôt peut-être une certaine test qu'on va mettre en place, mais pas forcément le programme. Le programme reste globalement le même entre tous les organismes. La problématique, c'est qu'est-ce qu'on a vu avant? C'est la problématique, c'est le sens. On a vu qu'une des problématiques, c'est le sens. Donc, les gens cherchent à trouver du sens. Et du coup, les analyses qu'on a pu faire, c'est que justement, sur ces points-là, pardon? Allô? Non, non, en fait, je lisais ce que je voyais à l'écran. Ah, pardon. Et voilà, du coup, on a parlé un petit peu on a parlé des problématiques du travail, donc notamment la quête de sens. On a parlé des bilans de compétences. Et du coup, ce qu'on considère, c'est que les offres sont un peu surestimées par rapport à ce qu'elles mettent en avant. Et notamment, une des promesses qui est mise en avant, c'est de construire un projet qui est sur mesure, un projet qui vous correspond. D'accord? La problématique que l'on rencontre, c'est que nous, au travers de notre expérience, donc aujourd'hui avec CellArt, on a 3 ans d'expérience sur les bilans de compétences. Et du coup, on se rend compte que la majorité des gens qui viennent nous voir ont des gens qui ont déjà effectué des bilans de compétences. Pour une forte majorité. Et au-delà de ça, les enquêtes qu'on a pu faire de façon non scientifique, dans le sens où on n'a pas chiffré, mais globalement, on retrouve les mêmes ressorts à l'insatisfaction des bilans de compétences. Globalement, c'est que on peut avoir une satisfaction de courte durée de par le bilan de compétences et on peut avoir des effets à moyenne durée sur justement qu'est-ce qu'a pu nous procurer le bilan de compétences. Notamment peut-être nous permettre justement de faire l'inventaire des compétences qu'on n'a pas pu faire par le passé. Euh, Par contre, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Donc, on est resté souvent dans les ordres de métier qui étaient les nôtres. Ou alors, on a voulu s'orienter, mais sans être sûr que c'était vraiment la bonne orientation. Pourquoi? Parce que on n'a pas creusé justement ce qu'on savait faire
de façon unique. On a plutôt creusé ce qu'on avait déjà appris à faire dans nos différentes expériences. La deuxième chose, c'est beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce que on a passé du temps, de l'énergie, on y a dépensé de l'argent ou du CPF. Donc, on a mis un investissement financier derrière. Et la problématique la plus grande que nous on voit, c'est la perte de confiance que peut amener un bilan de compétences non abouti. C'est-à-dire, je fais un bilan de compétences, je pense que ça va me sortir d'une situation et d'un cercle que je vais considérer vicieux ou d'un cercle qui m'est pénible, quelque chose qui ne me satisfait plus. Je fais un bilan de compétences. Globalement, les, 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 les conséquences de ce bilan de compétences ne sont pas vraiment significatives. Je ne change pas du tout au tout vraiment mon rapport à mon emploi, mon rapport à mon travail, mon rapport à ma hiérarchie. Et ainsi, je retourne dans cette boucle qui était déjà insatisfaisante. Et donc, je perds confiance parce que je me dis que malgré le bilan, malgré que j'ai fait des efforts, ben, j'arrive toujours pas à avancer. Et la perte de confiance peut amener une perte d'espoir. Et on sait, l'expression porte bien son nom, s'il y a des espoirs, s'il y a de l'espoir, on peut aller dans les deux sens. Et pourquoi en fait cette insatisfaction? Les deux éléments que nous on a pu identifier, ce sont un, l'aptitude des conseillers en bilan de compétences, et le numéro deux, ce sont les méthodes utilisées. Alors le premier, ce n'est pas pour pointer du doigt, en aucun cas, les conseillers en bilan de compétences, sauf que le conseil en bilan de compétences, d'accord, est une formation qui nous apprend les différents éléments de l'accompagnement au bilan de compétences, qui est, comme je l'ai dit, notamment un inventaire des compétences. Un inventaire des compétences plus l'appui de tests de personnalité, qui sont le point numéro 2, les méthodes utilisées. Donc la problématique, c'est que les conseillers en bilan de compétences ne sont pas forcément des coachs, ne sont pas forcément des personnes qui ont une aptitude particulière à pouvoir avoir des compréhensions psychologiques, des compréhensions neurologiques de l'être humain de façon globale, et du coup de pouvoir accompagner spécifiquement les personnes sur leur spécificité. C'est vraiment des personnes qui sont formées à un process, d'accord? Sauf qu'on sait que le process ne fait pas l'artisan. Je peux avoir été formé boulanger et être un piètre boulanger. Pourquoi? Parce que j'ai appris la technique de boulanger, mais je n'ai pas les ressorts, les aptitudes personnelles pour être un bon boulanger. Et malheureusement, aujourd'hui, sur les conseils de compétences, c'est assez limité, c'est-à-dire qu'on se contente de former des gens au processus. Par contre, il n'y a pas derrière de garantie que la personne a une capacité à accompagner les personnes. Et ce n'est pas possible de par les formations qui sont proposées. Les formations qui sont proposées, comme je l'ai dit, en conseiller en bilan de compétences, sont assez limitées sur le pan psychologique, neurologique de l'être humain. Donc, ce sera des personnes qui seront formées au bilan, qui pourront faire un inventaire, qui pourront analyser les tests de personnalité, mais qui se contenteront de cela. Donc, en gros, ils vont se contenter d'étudier ce que vous leur dites de vous et ne vont pas être en capacité de creuser parce qu'ils n'ont pas les outils, ils ne sont pas outillés pour cela. Ils ne sont pas outillés pour aller en profondeur sur l'être humain. Et le deuxième point, ce sont les méthodes. Et là, c'est quelque chose qui nous apparaît assez évident, mais qui n'est pas forcément pour tout le monde, mais que si vous cherchez à vous distinguer en faisant des tests de personnalité, les tests de personnalité, par définition, vous mettent dans des cases. C'est le principe même des tests de personnalité. Je ne sais pas si vous en avez fait. Je ne sais pas, Oui, Myriam ou Sandrine, si vous en avez oui, fait. j'en ai fait, ouais. Les Il y a tests de longtemps, personnalité, il y a 10 ans déjà. ouais, Ça remonte qu'est-ce à que, loin. voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça vous définit une couleur, un titre, un type de personnalité, mais ça vous met dans une case. C'est-à-dire que, par exemple, le test des 16 personnalités, vous serez une des 16 personnalités, vous allez Ouais. avoir des majeurs dans certaines personnalités, mais en gros, vous allez être similaire à des millions d'autres personnes. Et donc, ça va pas forcément permettre de créer un projet qui vraiment est spécifique à votre façon unique d'interagir avec le monde. Ça va juste être un appui, mais ça ne va pas justement permettre d'aller encore une fois en profondeur et en précision. Et du coup, c'est ça notre problème avec les bilans classiques, ce sont la profondeur et la précision. On s'arrête à la surface des choses
et on n'est pas précis sur ce que la personne sait faire. On reste assez généraliste. Donc ça, c'est les deux éléments. Pourquoi l'offre, elle est un petit peu surestimée en disant le bilan de compétences qui va vous permettre de trouver un projet sur mesure. Du coup, nous, ce dont on parle, Référence vocationnelle. la terminologie qu'on a employée, et pourquoi on parle de vocation, ça peut paraître un peu gros, et la vocation, initialement, la vocation, c'est plutôt un terme religieux, d'accord? C'est notamment issu de la Bible et issu de ce qu'on appelait la vocation des prêtres, d'accord? Les gens qui étaient appelés intérieurement à devenir prêtres. Donc, c'était quelque chose qui était considéré comme un appel intérieur. On se sentait appelé à. Aujourd'hui, la vocation, on va dire, même si cette terminologie existe toujours, quand on parle de vocation, on parle plutôt de quelque chose qui est vraiment spécifique, destiné à la personne. Et quand on dit destiné, c'est ce qu'on appelle plutôt quelque chose qui est propre à la nature de la personne. Donc, être voué à, ce qu'on appelle être voué à quelque chose, c'est être qualifié pour cette chose. Et pourquoi on parle de ça? Nous, en tout cas, chez Excel Art, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que la vocation, ou du moins ce qui nous motive profondément intérieurement, n'est pas connu des personnes. Et aujourd'hui, on assiste à une espèce d'errance vocationnelle où il y a énormément de gens sur le marché et les chiffres nous donnent raison, c'est-à-dire que les chiffres parlent de sens, de quête de sens. Et l'errance vocationnelle, c'est quoi? C'est ignorer ou chercher le sens profond de, dans le monde professionnel, son activité professionnelle. Et en fait, cette problématique de l'errance vocationnelle, pour nous, elle correspond aux trois besoins fondamentaux de l'être humain. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. De la pyramide de Comment? Maslow? Oui, Oui, si, si. ce Il y a sont, les besoins primaires tout en bas et puis on voilà, remonte. c'est ça. Ce sont en effet, la pyramide de Maslow, elle est en 5 niveaux et elle correspond en effet aux différents besoins que l'être humain a besoin de remplir avant de monter au prochain besoin. Ouais. Par exemple, ce qu'on appelle, nous, on l'a catégorisé en trois besoins fondamentaux. Donc, on appelle ça le modèle EEM. Donc, c'est le modèle, les trois besoins fondamentaux de l'être humain sont le besoin matériel. Donc, matériel, on ne rentre pas dedans, on rentre les besoins physiologiques, manger, boire, se loger, et le point sécurité. Donc, Maslow, lui, met les deux différents, mais nous, on le met ensemble, c'est matériel, c'est-à-dire que l'être humain a besoin voilà, de manger, de boire, d'être logé, d'avoir un toit ou un abri, peu importe où il habite, et d'être en sécurité. Quand ces besoins sont assurés, on passe à autre chose, aux besoins émotionnels, où l'être humain a besoin de se sentir appartenir, par exemple, à une communauté, à une entreprise, a besoin de se sentir respecté, a besoin de se sentir reconnu, a besoin, on va dire, l'être humain, ce qu'on appelle être un animal social. Donc, la partie sociale, les émotions, c'est émotion, d'accord? C'est ce qui, émotion, en anglais, c'est motion, donc la motion, c'est le mouvement. Donc, l'émotion, c'est ce qui externalise le mouvement intérieur, c'est-à-dire une émotion provoque en fait une action extérieure. D'accord? Donc les besoins émotionnels sont les deuxièmes besoins qui sont très importants pour l'être humain. Et le troisième besoin, qui est souvent négligé, mais qui est une réalité, c'est le besoin existentiel. Et qu'est-ce qu'on appelle le besoin existentiel? C'est la quête de sens. Albert Einstein disait cette citation, il disait si on ne trouve pas de sens à sa vie, elle ne vaut pas d'être vécue. C'est une parole qui est un peu forte, et c'est pour dire que le sens, si on le prend à l'inverse, c'est la chose la plus importante pour l'être humain. Pourquoi? Je vais parler d'une chose un peu dramatique, mais les êtres humains mettent fin à leur vie, non pas parce qu'ils meurent de faim, mais parce qu'ils ne trouvent plus de sens à leur vie. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'être humain, pour donner fin à sa vie, ce n'est pas parce qu'il manque de nourriture, et on peut le voir dans les pays pauvres qui sont beaucoup moins sujets au suicide, par exemple, que les pays beaucoup plus développés. C'est plutôt la notion de sens. Donc la notion de sens, cette notion existentielle, en fait, elle est très importante pour nourrir l'être humain, pour le remplir
et lui donner un sens à sa vie. Et quand on parle de sens, on parle de ces trois aspects. Le sens, c'est quoi? C'est la signification des choses. Le sens de quelque chose, c'est la signification de quelque chose. La deuxième chose, c'est que le sens, c'est une direction. Le sens de sa vie, la direction que prend sa vie. Et le troisième point, c'est au niveau de l'utilité. Quelque chose qui fait sens. Donc, en fait, l'être humain, pour justement nourrir ce besoin existentiel, a besoin d'avoir quelque chose qui est signifiant pour lui, quelque chose qui a une direction, un horizon qu'il peut cibler et qui lui apporte et qui apporte aux autres une certaine forme d'utilité. Et notamment dans la notion de sens, il y a beaucoup de gens qui ont ça, qui ne trouvent pas de sens à leur travail car ils se sentent inutiles ou ils sentent que leur action est inutile, n'a pas d'impact sur le monde, n'a pas d'impact dans leur entreprise. Et ça, on peut le retrouver dans tous les domaines, que ce soit de la caissière à l'architecte, en passant par l'ingénieur, le médecin, ce sentiment-là, quoi qu'on en dise, peut réellement toucher tout être humain et toute catégorie sociale ou socio-professionnelle. Donc nous, quand on parle d'errance vocationnelle, chez Excellart, on s'est donné justement, on ne s'est pas donné, mais on va dire, c'est pour nous l'aspect le plus important à remplir, puisque aujourd'hui, on va dire, souvent, le besoin matériel est rempli et le besoin émotionnel, et notamment en entreprise, n'est pas dépendant de la personne. C'est-à-dire que la personne, c'est pas elle qui choisit ses managers, c'est pas elle qui choisit ses collègues de travail. Par contre, ce qu'elle peut choisir, c'est le sens de sa carrière. C'est le sens que va prendre justement sa carrière ou son projet professionnel. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Et c'est pour ça que, en fait, que nous, on amène, différente en tout cas qu'on amène, c'est que nous, c'est pas un bilan, en fait, qu'on propose. On propose un bilan de compétences. Pourquoi? Parce que c'est le formalisme qui existe et la terminologie qui existe. Donc, pour parler aux gens, on explique qu'on fait un bilan de compétences parce qu'on fait un bilan de compétences, bien entendu. Cependant, on va y rajouter deux choses absolument fondamentales que je vais expliciter justement, qui sont le MO2I. Donc, on vous en a un petit peu parlé, je pense, lors du salon. Donc, le mode opératoire identitaire et itératif ou l'excellence d'action, que je vais expliciter, et la genèse de ce MO2I. C'est-à-dire que pour nous, on va aller chercher à comprendre ce que la personne fait de mieux dans le plaisir et comprendre comment ce processus s'est construit. Et ainsi, on va pouvoir répondre à des choses beaucoup plus profondes en elle. On va pouvoir toucher aux aspirations. On va pouvoir toucher à ce qui vraiment la meut. Qu'est-ce qui meut profondément cette personne à agir? Et ça, de ce qu'on le voit, on est les seuls sur le marché à pouvoir proposer ça. Pourquoi? Parce qu'on est appuyé de cette méthode MO2I. Et en fait, c'est un petit peu des grandes phrases, mais en fait, nous, on n'ose pas, on n'a pas peur de dire des grandes phrases parce que on, on sait ce qu'on promet et on est sûr de ce qu'on peut apporter aux gens. Et notamment, la promesse que l'on donne, c'est en fait quitter la surface pour aller en profondeur. Parce que là, comme vous l'avez vu, l'image, c'est quoi? C'est un cerveau. Et le cerveau, il a l'image de l'iceberg. Comme vous savez, l'iceberg, à quelle proportion, selon vous, il est immergé et submergé par l'eau? Un ordre En d'idée. général, la partie qu'on ne voit pas, c'est la plus importante, hein. Mhm. Oui. Celle qui est sous l'eau, quoi. Donc, Exactement. Et en fait, c'est la même chose pour l'être humain. En gros, la partie immergée, c'est la partie de ce qu'on appelle la partie consciente de l'être humain. La partie submergée, c'est la partie inconsciente de l'être humain. Aujourd'hui, avec les neurosciences, on sait que la partie, donc le cerveau inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient cognitif, c'est-à-dire le cerveau qui agit sans qu'on ait, sans qu'on réalise ce qu'on est en train de faire. Mais on est en train de le faire et c'est tout un processus. Et ça, c'est 90 à 95% de nos actions sont absolument inconscientes. Quand vous marchez, quand vous m'écoutez, vous n'avez pas conscience de m'écouter. Vous m'écoutez, mais je veux dire tout ce qui se passe dans votre tête, tout ce qui fait résonance dans votre tête, la pièce dans laquelle vous êtes. Vous captez des millions de choses sans en avoir conscience. Et pourtant, ce travail est fait par l'inconscient. Et le connaître, le comprendre, c'est mettre la lumière sur ce qu'on est capable de faire de façon
très rapide, très fluide et en amenant beaucoup de créativité. Et du coup, pourquoi donc cette méthode? Qu'est-ce que c'est que cette méthode? La méthode MO2I. Donc, c'est un terme pas bizarre, mais un petit peu qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, le mode opératoire identitaire et itératif, il a été conceptualisé et il en a fait un livre. Nous, on le considère comme un génie français. C'est Joël Guillon. Donc, Joël Guillon, il est encore en vie, il vit en Vendée. Il est un petit peu âgé maintenant, mais il a en fait établi ce concept, cette méthodologie du MO2I, au travers de 7 années de recherche dans les domaines de la neuropsychologie où il a étudié la modélisation des processus, il a étudié les neurosciences, il a étudié la programmation neurolinguistique, l'hypnose, l'analyse transactionnelle, vraiment tous les pans, la mémorisation, les automatismes, les réflexes. Il a étudié tous les pans qui lient la psychologie et la neurologie. Et surtout, il a identifié quelque chose qui est assez étonnant, peut-être qui va vous étonner, mais qui est que on n'a jamais étudié de façon scientifique en entièreté toute l'action de l'être humain. On a étudié comment l'être humain collecte l'information, comment il observe, quelles zones du cerveau s'activent quand il observe quelque chose, comment, par quel biais il va lire ou écouter une conférence, ainsi de suite. On va avoir un pan de la recherche qui s'est intéressé pardon, à la mémoire. Donc, quel type de mémoire? Les mémoires kinétiques, les mémoires par archives, les mémoires du corps, etc., etc. La mémoire procédurale, la mémoire à long terme, à court terme, etc. On a étudié comment les personnes modélisent des choses, donc comment ils analysent des informations. Mais on n'a jamais étudié comment la personne, euh, une fois qu'elle a collecté l'information A, la transforme en B. Puisqu'une action, c'est quoi? C'est passer de A à B. Là, j'ai une tasse. L'action A, c'est je vois une tasse, je la prends, je la déplace. Mais dans cette action, il y a toute une chronologie d'opérations qui se font. Et ça n'a jamais été étudié de façon complète. Et donc, Joël Guillon, il a étudié cela. Et comment il s'en est rendu compte? Pour la petite histoire, en fait, il était consultant à la base pour former des commerciaux. C'était un commercial avec très chevronné et il devait, pour un directeur, former les commerciaux pour en fait les aider à développer une offre qui leur était propre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un plan de licenciement assez généralisé. Et donc, il voulait reformer, enfin, comprendre comment les personnes agissaient pour définir une offre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé interroger les commerciaux, et notamment les meilleurs commerciaux, pour leur demander comment, par quelle méthode ils passaient pour justement effectuer des ventes auprès de leurs clients. Il est parti d'un constat qui est que aucun de ces commerciaux n'était en capacité de lui expliciter en détail comment il faisait des ventes. Il pouvait expliciter les grandes opérations, dire voilà, je fais une réunion de départ, j'analyse le marché, j'analyse le produit, puis je mets en place un plan d'action pour vendre. Sauf que il n'était pas capable de dire mais comment ils analysaient, comment ils construisaient ce plan d'action. Ils étaient juste capables de voir comment dire, ce qui était la finalité, ce qu'ils produisaient. Mais ils n'étaient pas capables de repartir dans leur cerveau. Et donc, de ce constat, il a été étonné et c'est là qu'il a démarré toute cette étude qui a duré 7 années pour arriver à cette modélisation qui est que chaque personne, entre 0 et 16 ans, construit un processus qui est itératif et identitaire, c'est-à-dire qui lui est propre et qu'elle répète absolument tout le temps, et qui est un processus dans lequel la personne va avoir beaucoup de créativité et de plaisir à trouver des solutions à un contexte bien particulier. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument unique au monde. C'est une méthode qui n'existe pas aujourd'hui dans le monde anglo-saxon, pour avoir étudié ce monde-là, il n'existe pas. Et en France, on est aujourd'hui une cinquantaine de personnes à être habilitées et certifiées à effectuer cette méthode et à découvrir justement le mode opératoire des personnes. Et ExcelArt
offre justement cette possibilité de découvrir son mode opératoire. Entrer un peu plus dans le détail. C'est quoi le mode opératoire? Le mode opératoire, Excusez-moi, mais itératif, ça veut dire quoi? itératif, c'est qu'il se répète. Qui se répète. Oui, itératif, c'est qu'il se répète. En fait, D'accord. donc ce processus, il est itératif, donc il se répète absolument tout le temps. Donc, il est identitaire. Pourquoi? Parce que tout un chacun, on a été, entre nos 0 et nos 16 ans, exposé à un environnement, à des parents, à des professeurs, etc., à des frères et sœurs, à des cousins, cousines, peu importe. Et on a été exposé à des événements plus ou moins malheureux, des phénomènes ou des événements marquants, des événements malheureux. Et ces événements-là se sont répétés dans un type d'environnement. Et en fait, le fait de répéter ces événements-là a permis à l'enfant de, de, de créer, totalement inconsciemment, de créer une expertise dans le fait de sortir de certaines situations contexte. En fait, pour faire clair, l'être humain, encore aujourd'hui, a un cerveau d'homme préhistorique. L'homme préhistorique, c'est quoi dans l'évolution? On dit quoi? On dit que l'homme était câblé sur la survie. D'accord? Donc, le cerveau a deux systèmes. Le système conscient, qu'on appelle exécutif, qui est plutôt lent, qui est celui de la prise de décision un peu plus lourde, et le système par défaut, le système des automatismes, qui lui, par contre, va très, 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 très vite. Pour ordre d'idée, selon vous, à quelle vitesse, combien d'opérations à la seconde le cerveau conscient peut-il effectuer et combien à la seconde d'opérations le cerveau inconscient peut-il effectuer? Si vous avez une idée. Ah. Ben, moi, je compare ça un petit peu aux deux circuits neuronaux, Mhm, c'est-à-dire un, c'est les réflexes, c'est-à-dire quand tu te tapes sur le genou, ben, le genou il monte et t'as rien fait. Disons, mhm, ça va tout seul. mhm. Donc c'est immédiat ben, voilà, plus rapide que notre pensée. Oui. Et la pensée, ben, c'est l'autre, ben, c'est réfléchi, c'est appris, c'est comme tu dois, ben, dès qu'il y a de la réflexion, c'est beaucoup plus lent. Mhm. Et vous, Donc, Sandrine? je ne sais pas, en Oh, mode de chiffre, ça doit être 1 sur, 1 sur 1000 même, 1 sur 100, je ne sais pas, un truc comme ça. Sandrine, un ordre d'idée? Non, aucune idée, franchement. Aucune idée. Quand on parle de cerveau conscient, les scientifiques parlent un petit peu, on va dire, du nombre de mots qu'on est capable de comprendre à la seconde, de dire ou comprendre à la seconde. Et en gros, ils tournent autour entre 2 et 6 mots à la seconde. Les opérations inconscientes, on parle de millions de milliards d'opérations à la seconde. Ça peut paraître fou, mais c'est littéralement ça. Aujourd'hui, quand on fait des mesures, Après, la difficulté, c'est de définir qu'est-ce qu'on. Si on dit ça, il faut pouvoir décrire les étapes qui constituent les 10 000 millions trucs là. C'est quoi? c'est ça. Qu'est-ce Mais que c'est? comme j'ai dit, par exemple, pendant que je vous parle, votre cerveau est en train de prendre les informations du bruit, de la température, de la lumière, du ton de ma voix, des émotions, des mots, des résonances. C'est-à-dire que pendant que je vous parle, vous êtes en même temps capable de capter la lumière, de capter la température, et ça, c'est le cerveau qui le fait, d'accord? Qui prend ces informations-là et qui est capable de donner une information à tout le reste du corps. Donc, il capte tout ça, et en même temps, il est capable d'aller chercher dans sa mémoire, de faire le lien avec des histoires du passé, etc. Tout ce qui se passe dans votre tête, qui est absolument Ouais. inconscient, c'est ça le nombre d'opérations en fait. Et du coup, quand ils font ce type de calcul, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent juste comment dire, des électrodes sur le cerveau et ils mesurent
le nombre d'opérations qui peuvent être L'activité. faites par seconde. Ok, Exact. ok. L'activité neuronale. Et c'est ça, L'activité neuronale. Ok. Mhm. exactement. Et c'est le nombre d'opérations. Et en effet, par exemple, si je vous donne l'exemple du vélo, qui est une opération absolument inconsciente, il se passe, on est dans des calculs absolument très précis de la force que je dois mettre pour appuyer sur le vélo, de où est-ce que je dois mettre mon pied, de cela. Et en même temps, je suis capable de parler à quelqu'un. Et en même temps, je Mm. suis capable de prendre l'information. Et tout ça, en même temps, Oui, se fait par le cerveau. C'est vraiment le oui, cerveau, c'est le cœur de l'action. Et donc, il est capable de faire tout cela. oui, oui. C'est à ce compte-là qu'on compare les deux. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le processus dont je parle, donc le mode opératoire identitaire et récréatif, c'est quelque chose qui s'est construit donc de 0 à 16 ans, qui est inconscient, mais qui a cette capacité de calcul ultra rapide et qui est ultra efficient, mais dans certains contextes, situations, que nous, on va appeler le contexte déclencheur et l'objectif déclencheur. C'est-à-dire que dans certaines situations, mon cerveau ne peut pas s'empêcher de commencer à ruminer et à aller chercher des décisions. Quand je reçois certains types d'informations, je vais naturellement les mémoriser. Souvent, on croit que la mémoire, c'est quelque chose qu'on travaille. Alors, on peut travailler sur un type de mémoire, par exemple, scolaire, où je vais devoir bûcher, entre guillemets, mon cours. Et souvent, on compare l'efficacité de notre mémoire à notre expérience scolaire, ou à notre capacité de retenir des numéros ou des noms ou des activités communes. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Chaque personne a une mémoire qui est absolument adaptée à son mode opératoire. Dans son processus unique, son type de mémoire est parfaitement adapté. Et donc, généralement, ce qu'on dit aux bénéficiaires, ce qu'on dit aux personnes participant des ateliers, c'est que non, vous avez une très bonne mémoire et vous n'avez pas besoin de la changer. Par contre, elle est adaptée dans certaines situations, dans certains contextes et du coup, dans certains types de métiers. Pas sur tous les métiers, pas sur tous les postes, mais elle peut être très utile si elle est mise au service et dans les bonnes conditions, dans le bon environnement. Et ça, je reviendrai dessus. Donc, quand on est face à ce contexte, le processus s'enclenche. Et le processus, c'est quoi? Collecter l'information, mémoriser, analyser l'information, créer des solutions pertinentes et mettre en œuvre ces solutions. Et c'est là que le cerveau est ultra créatif. Et en effet, on est tous créatifs dans des contextes, des situations particulières. Par exemple, vous avez des personnes qui vont être créatives dans les situations de conflit, qui peuvent être très désagréables et très nauséabondes pour certaines personnes. Et bien, certaines personnes sont comme des poissons dans l'eau. Et quand elles sont face à des situations de conflit, elles sont en capacité et chacune de façon différente. C'est ça qui est intéressant. C'est que votre processus, il est unique. Pourquoi? Parce que peut-être différentes personnes vont être déclenchées par le chaos. Par contre, les types de solutions qu'elles vont venir apporter et la vitesse à laquelle elles les apportent sont différentes. Donc là aussi, chacune va apporter différemment et va être utile différemment selon le contexte. Par exemple, certaines gèrent dans l'urgence le chaos. D'autres vont être plutôt dans gérer le chaos, mais sur le long terme. D'autres vont être dans gérer le chaos en étant des arbitres, d'autres en étant des diplomates, ainsi de suite. Et quand on fait le combo de contexte, plus les 5 étapes et l'objectif, on est absolument unique. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 personnes qui l'ont passé. On n'a jamais trouvé deux modes opératoires similaires. On a trouvé ce qu'on appelle des cousinades, comme j'ai dit, par exemple, des personnes qui sont déclenchées par une situation de chaos ou une situation où les personnes, par exemple, justement, il y a une personne qui est déclenchée par le manque de sens. Quand elle est face à des personnes qui ne trouvent plus de sens à leur vie, elle arrive à les accompagner justement pour leur permettre de voir, on va dire, la vie autrement et de les permettre de les amener dans des univers totalement différents pour les permettre de revoir et de comprendre le sens de certaines des, des expériences qu'elles ont vécues. Donc voilà, ça c'est le processus que l'on a, ces 5 étapes. Et là, il est absolument unique pour chaque personne. Que nous, on appelle le MO2J, c'est la marque de l'expert. C'est quoi la marque de l'expert? C'est la fluidité, la créativité et le plaisir.
Et moi, j'aime bien le sport. Et j'ai fait beaucoup de sport. Et j'aurais beau m'entraîner toute ma vie, je ne pourrai jamais être aussi créatif que Zinedine Zidane. Et même si j'y passe 1000 fois plus d'heures que lui. Parce que lui, dans le contexte dans lequel il est mis sur un terrain de foot, il va avoir cette fluidité, cette créativité, ce plaisir qui vont être la marque de l'expert. Et en fait, la marque de l'expert, contrairement à ce qu'on apprend, on est dans une société qui, je vais pas dire glorifie, mais qui met en avant et qui plébiscite l'effort. Quand on fait les choses très facilement, on a du mal à leur donner une vraie valeur. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Si je fais appel à un plombier, est-ce que je préfère qu'il reste 5 minutes et qu'il me règle le problème de façon ultra efficace, ou est-ce que je préfère qu'il reste 3 jours pour régler le même problème? Et est-ce que je serais prêt à payer de la même manière celui qui y passe 5 minutes que celui qui y passe 3 jours? Et du coup, ça, c'est un peu le type de société dans lequel on est, où on va respecter le fait, l'effort, le fait d'y avoir laissé des gouttes, d'avoir sué, d'avoir transpiré. Ça, c'est plus mis en avant ou parfois reconnu que celui qui le fait facilement. Et c'est le cas pour soi. Et c'est ça qui est intéressant dans le monde opératoire, c'est que le mode opératoire, il est inconscient. Et notre façon d'être créatif, elle est tellement facile pour nous, elle est tellement banale qu'on a du mal à lui apporter de la valeur. Et du coup, si je vous demande de me décrire vos plus grandes forces ou vos plus grandes qualités, vous allez être dans l'incapacité de me citer votre mode opératoire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous avez absolument incarné. Comme le vélo, vous ne vous posez plus la question de pédaler et pour vous, c'est très facile de pédaler. Et votre mode opératoire, quand on vous met dans votre contexte, vous allez très facilement être créatif dans certains, et proposer des solutions pertinentes, alors que toutes les autres personnes dans cette situation n'arriveront pas à elles facilement trouver une solution. Peut-être qu'elles y arriveront, mais avec beaucoup d'efforts, et elles ne seront pas, comment dire, elles ne seront pas dans le plaisir, parce que ça leur, quand on produit trop d'efforts, comme on dit qu'on se casse la tête, ça ne produit pas du plaisir. Par contre, quand on est créatif, et ça c'est une marque de l'être humain a besoin de créativité. Et souvent on parle de zone de génie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. On parle souvent de génie, mais en fait tout le monde a une zone de génie. Tout le monde a une zone dans laquelle, quand il est mis dedans, il a cette espèce de super pouvoir, comme j'ai dit, pour être créatif et pertinent. Mais ce n'est le cas que dans certaines situations, certains contextes. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, en tout cas pour notre, pardon, ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre ce processus-là pour justement se mettre dans les conditions favorables. Parce que si je comprends dans quelle situation et dans quel contexte je vais être créatif et dans le plaisir, je vais facilement comprendre, entre guillemets, ou du moins ça va être le point de départ pour comprendre les métiers, les postes, peut-être les entreprises, les domaines dans lesquels je vais pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que si je suis créatif et très bon dans un certain domaine, ben, je vais être reconnu à ma juste valeur parce que je vais apporter justement de la valeur. Et en plus de ça, je vais être dans le plaisir parce que trouver des solutions, être dans quelque chose qu'on fait facilement, procure un certain plaisir, et notamment la phase d'analyse et de création. On vous rappelle qu'il y a 5 étapes, notamment dans la 3 et la 4e étape, donc dans l'analyse et dans la créativité, il y a un certain plaisir. Il y a le fameux Eureka. Vous savez, quand on a comme ça une solution, on trouve une solution pertinente à un problème, cette sensation d'être content d'avoir trouvé une solution pour sortir justement de ce problème. Et bien, en fait, ce processus d'intuition qu'on appelle, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui est de la magie. C'est en fait, notre cerveau, il est constamment en train de tourner. Et c'est que parfois, cette solution pertinente vient à la conscience. C'est ça qu'on appelle l'intuition. Et après, c'est comment il y a
communication entre cette intuition et notre cerveau conscient qui nous disent est-ce que je suis dans le bon contexte pour la mettre en place. Par exemple, je vois que j'ai des amis qui rencontrent un problème par exemple, je sais pas, par exemple, pour des relations de couple, d'accord? Donc, et moi, je suis dans mes journées, je suis dans mon travail, et un jour, boum, j'ai des idées qui me viennent à l'esprit pour justement trouver des pistes d'amélioration, justement, entre guillemets, de cette relation. À ce compte-là, cette information vient à mon conscient. Et maintenant, c'est mon cerveau conscient qui prend la décision ou pas ben, d'aller dire à la personne, éventuellement, cette solution, de téléphoner ou autre, ou de ne pas y aller. Donc, c'est vraiment ça qui va être intéressant. Et du coup, si je suis dans le bon contexte, en face des bonnes personnes, mes solutions seront pertinentes et pourront justement permettre d'apporter de la valeur ajoutée là où je serai. Donc, en fait, là, ce que permet le mode opératoire, c'est comprendre les conditions favorables pour être efficient dans le plaisir et apporter de la valeur ajoutée. Notre méthode après le café, et j'irai assez vite parce que c'est pas le but de trop s'étaler, mais on comprend et on fait le travail, justement, lors de notre accompagnement, de faire la genèse de ce processus. Comprendre, justement, retourner dans les 0 à 16 ans. Et même si on pense avoir oublié plein de choses de nos 0 à 16 ans, c'est ce que nous disent beaucoup de gens, mais une fois qu'on retravaille ça, on se rend compte à quel point le cerveau a gardé des choses en tête. Et on va se rendre compte, en fait, que nos événements qu'on a rencontrés dans notre jeunesse, dans notre enfance, nous ont permis de construire notre plus grande force. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Humainement parlant, c'est assez fort ce moment de la genèse, parce que ça permet parfois de se réconcilier avec les pires moments qu'on a vécus dans notre enfance ou jeunesse. Ça peut paraître terrible, mais en fait, c'est une réalité. Les situations que j'ai constamment été en face d'eux m'auront permis de développer une expertise pour sortir de ces situations-là. Et c'est très intéressant, ce travail de genèse, parce qu'en fait, il a presque une vertu. Je dis bien une vertu. Je dis pas que c'est une thérapie, mais il a des vertus thérapeutiques. Parce que quand j'arrive à faire le lien avec les événements malheureux ou heureux que j'ai rencontrés et ce que je fais maintenant, comment j'agis, permet parfois, parce qu'après ça demande un autre travail, mais ça permet de se réconcilier justement avec ces événements-là. Et ça, c'est une partie justement de l'accompagnement qu'on effectue. Et du coup, nous, quand on découvre justement ce mode opératoire, qu'on fait cette genèse, et que derrière, on fait le bilan de compétences, donc ce que j'ai dit au tout début, lister les expériences professionnelles, comprendre les valeurs, le rythme de vie, le parcours de vie, etc. On va pouvoir construire un projet, là pour le coup, qui est profondément adapté à la personne, qui est dans le cœur de ce qu'elle sait faire de mieux et ce qu'elle apporte de mieux au monde, et on n'a pas peur de le dire. Si on fait cela, on pourra rayonner de toute sa splendeur. Parce que vous l'aurez compris, on parle de vocation, on parle de choses assez fortes, assez profondes. Et nous, cette notion de rayonnement, elle est très importante pour nous. Parce que le rayonnement de chacun permet que chaque personne se trouve à sa juste place, permet une harmonie et permet d'arrêter d'être dans la compétition. Puisque si on comprend que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice, on n'aura pas besoin de se disputer pour des postes, puisque chacun sera adapté et pourra trouver justement sa juste place. Comment c'est que ce n'est pas le cas dans le monde du travail? Le travail qu'on fait, c'est aider les personnes à comprendre quelle est leur juste place pour pouvoir après elles-mêmes soit développer ou définir avec elles un projet dans lequel elles pourront se créer cette place, ou alors, de par le fait de comprendre comment elles fonctionnent, quelles sont leurs aspirations profondes, pouvoir aller communiquer dans leur milieu professionnel, expliciter exactement comment elles agissent pour ajuster parfois leur rôle et être beaucoup plus dans ce qu'elles savent faire de mieux. Et nous, on vise ce qu'on appelle le 80-20.
Donc, essayez d'être le 80-20. C'est la loi de Pareto qu'on appelle. C'est le fait d'être à 80% du temps dans ce qu'on sait faire de mieux. Parce que forcément, dans nos tâches quotidiennes, on ne pourra pas être à 100% dans ce qu'on sait faire de mieux. Par contre, si on comprend comment on agit, on va permettre, pardon, on va permettre, ben, c'est un petit peu ce qu'on a listé ici, c'est voilà, se placer dans une carrière où on va pouvoir allier le plaisir, le sens et l'épanouissement. On va pouvoir identifier avec précision notre valeur ajoutée. Et logiquement, quelle est la conséquence? Et là, je vous pose la question, quelle est la conséquence de se connaître en détail et de savoir quelle est sa plus grande valeur ajoutée dans le monde du travail? Qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice? Le fait de mieux se connaître, Ouais. Et surtout de ouais. connaître sa plus grande valeur ajoutée. Quand vous dites valeur ajoutée, c'est quoi? C'est les compétences, c'est ce pourquoi on est fait, C'est c'est... ça. C'est ça. Les compétences professionnelles, par exemple, je vous donne un exemple. Gérer une équipe. Ok. Gérer une équipe, pour des personnes qui ont été managers, il y en a plein qui ont cette compétence. Par contre, comment ils gèrent une équipe? C'est là la valeur ajoutée. Et savoir exactement quelle est ma valeur ajoutée dans mon mode pour gérer une équipe, ça va me permettre d'expliciter encore une fois au monde professionnel, à mon entreprise, comment j'agis. Et ça va me permettre de pouvoir aussi communiquer avec mes équipes. Et ça va me permettre de trouver et de, comment dire, de sculpter un poste parfaitement adapté pour moi. Alors que si j'ignore comment je gère une équipe, je vais me contenter de faire comme on me dit de faire. Et à ce compte-là, je vais agir contre nature. Et agir contre nature, qu'est-ce que c'est? Aller contre la nature, c'est aller dans le déséquilibre. Donc, bien se connaître, c'est ajuster sa façon de travailler à sa façon naturelle de le faire. Et Ouais. ça, c'est très important parce que vous avez toutes deux, on a tous une expérience professionnelle où on a vu des gens et soi-même, on est allé contre nature dans notre façon d'agir, dans notre façon de résoudre un problème, dans notre vitesse même à le résoudre. Ça, c'est important. À quelle vitesse je résous les problèmes? Certaines personnes vont considérer que si je le résous très vite, je suis très bon. Alors que dans certains contextes, non. Il va me falloir être beaucoup plus lent et c'est ma lenteur parce qu'elle va m'apporter une certaine peut-être précision que d'autres n'auront pas. Et du coup, c'est pas aller vite qui comptait, mais c'est aller au plus juste. Et vraiment être dans la capacité de comprendre exactement comment je collecte les informations pertinemment, comment je les mémorise, comment je les analyse, qu'est-ce que je fais. Ça va me permettre justement de me mettre et de comprendre quel est on va dire, mon poste de prédilection. Et nous, c'est ce qu'on appelle le projet vocationnel. C'est pour ça qu'on a parlé de vocation. C'est comprendre ma nature, ce à quoi je suis destiné. Et pourquoi on parle de vocation? Parce que vous l'aurez compris, de 0 à 16 ans, je ne choisis pas mon contexte familial. Je ne choisis pas mon contexte géographique. Je ne choisis pas mon école. Je subis, entre guillemets, ces choses-là. Donc, en fait, de 0 à 16 ans, je subis l'environnement, mais c'est ce qui va construire ma plus grande force derrière. Donc, qu'est-ce que c'est de façon indirecte? C'est la vie, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est le hasard, peu importe, mais en tout cas, j'ai été plus ou moins prédestiné à agir de cette façon. C'est ça qu'on appelle en fait destiné, c'est à quoi je suis destiné, vers quelle destination je dois aller, quelle est ma nature propre. Qu'on y mette un pan religieux ou pas, c'est pas le but, c'est pas l'intérêt. Ça, c'est propre à chacun, à la spiritualité de chacun. Mais la réalité, en tout cas, c'est que c'est le cas. C'est ce préconditionnement que j'ai pas choisi qui m'a justement conditionné à agir d'une certaine manière. Et comprendre cette manière-là va me permettre de trouver justement, de trouver ma vocation. Parce qu'en fait, elle est vraiment dans comment je me suis construit et dans comment je suis devenu un expert dans certains domaines contextes. Et ça, justement, Mm. c'est ça qui nous paraît être très pertinent. C'est justement arriver à ce niveau de profondeur.
Du coup, nous, pour faire assez vite, parce que ça, c'est la partie un peu plus technique ou logistique, mais de quelle manière on procède? Donc, c'est un process qui prend 6 semaines. Ça peut prendre un peu plus selon la disponibilité des personnes. C'est arrivé qu'on le fasse en 8 semaines, en 12 semaines. Ça, c'est sur les parties plutôt, la partie 3 et 4 qui prennent parfois un peu plus de temps selon les disponibilités des personnes. Mais globalement, c'est tout d'abord, on va comprendre, on va se plonger sur ce que vous faites de mieux dans les plaisirs et dans la créativité. Donc, votre mode opératoire. Ça, on le fait de deux façons, soit en atelier collectif, soit en entretien individuel. C'est au choix de chacun, à la disponibilité de chacun. Ensuite, on découvre la semaine 2, la genèse. Comment s'est construit ce mode opératoire efficace et efficient. Ça, c'est dans la deuxième étape. Dans la troisième étape, et c'est là, en fait, qu'on fait le bilan de compétences qu'on va appeler classique, c'est-à-dire celui par lequel on est tenu légalement de fonctionner, c'est-à-dire de faire le listing aussi des compétences, l'inventaire, etc., qui va nous permettre de produire le rapport du bilan de compétences. Donc ça, on va dire, c'est classique avec tous les bilans de compétences que vous pouvez retrouver. Par contre, nous, ce qu'on va définir derrière, et ce qui est le plus intéressant, c'est de définir un projet qui est vocationnel, c'est-à-dire qui correspond vraiment à ce qui fait sens pour vous, mais un sens profond. Vous comprenez? Puisque si je comprends dans quel contexte je suis déclenché, en fait, je comprends qu'est-ce que je suis toujours en train de viser. Parce que ce mode opératoire, il ne s'applique pas justement que dans le monde du travail. Vous le faites avec vos familles, vous le faites avec vos amis, vous le faites dans le sport, vous le faites absolument tout le temps. Parce que c'est un processus incarné. Vous ne pouvez pas ne pas le faire. Vous le faites déjà. Le découvrir, c'est juste poser des mots, mais vous le faites déjà. Vous en avez déjà un, vous le faites déjà. Par contre, du coup, on va s'appuyer du coup sur un projet qui fait sens et dans lequel vous allez prendre du plaisir et dans lequel vous allez être bonne. Et ça, c'est vraiment le mix parfait. On dit souvent que, et souvent c'est une parole qu'on rapporte d'un sage chinois, c'est fais ce que tu aimes et tu ne travailleras plus jamais un seul jour. Ça, c'est vrai. Et en effet, nous, la terminologie et ce vers quoi j'aimerais conclure, c'est que, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est faire passer de la profession à la vocation. On veut faire passer les gens du travail à l'œuvre, devenir les, les maîtres d'œuvre de nos vies, afin d'en faire un chef-d'œuvre. C'est possible à notre échelle. Ça peut paraître utopique, ça peut paraître un peu romantique, mais c'est une réalité. À tous, à notre échelle, si on est à notre juste place, on va être dans ce fait de combler ces trois besoins, comme on l'a dit, matériel, émotionnel et existentiel. Si on comble ces trois besoins, on arrive à ce qu'on appelle une personne qui arrive à se réaliser. Et c'est ça le plus haut de la pyramide de Maslow, ou le plus haut dans un autre domaine, ce qu'on appelle les niveaux logiques de Dilts, qui sont sur 6 niveaux. Et le plus haut niveau des niveaux logiques de Dilts, c'est le sens. Et chez Maslow, c'est pareil. Donc, on voit bien que quand ils étudient la personne humaine, les psychologues, les neurologues en vont toujours le plus haut domaine de l'être humain, qui va l'amener le plus haut dans son état intérieur. C'est le sens qu'il va apporter, trouver aux choses. Et ce sens-là, c'est pas quelque chose qu'on lui impose, c'est quelque chose qui se révèle à lui. Voilà un petit peu ce que nous, on fait, c'est qu'on permet de révéler le sens de nos actions, en fait. Parce que quand on a dit contexte objectif, on a dit la direction. Donc, dans quel sens vont mes actions? Dans quel objectif mes actions répétées tous les jours, dont je suis complètement inconscient, mais qui sont tout le temps portées par ça, dans quel sens vont-elles? Et voilà un petit peu ce que nous, ça permet. Et je terminerai avec ça, si vous voulez faire un bilan de compétences, que vous le fassiez avec Excel ou pas, nous, ce qui nous importe, c'est de trouver les gens à qui on va pouvoir répondre. Donc nous, vous l'avez compris, on aime apporter quelque chose d'une plus grande profondeur aux personnes. Mais
Toutes les personnes ne recherchent pas cela. Et ça, c'est important. Donc, nous, on veut pas forcément prendre tout le monde, dans le sens où les gens n'ont pas forcément besoin de nous. À un moment de leur vie, peut-être qu'ils cherchent quelque chose de beaucoup plus... s'ils cherchent seulement, par exemple, à être mieux payés, c'est pas un besoin existentiel. Donc, ils peuvent aller, entre guillemets, voir n'importe quel concurrent, même si nous, on pense que comprendre ce que je fais de mieux, c'est la meilleure façon d'être mieux payé. Parce que si je sais en quoi je suis le meilleur, je vais forcément pouvoir mieux me vendre ou me mettre dans une niche ou trouver ma cible, ou trouver le produit, le service que je vais faire et surtout comment je vais le faire et quelle sera ma valeur ajoutée en plus de tous les autres dedans. Et donc, in fine, pouvoir aussi être mieux payé. Parce que notre but, c'est pas que de l'utopie, c'est aussi avoir une sérénité financière. Ça fait forcément forcément partie de la vie d'un être humain. Donc, les trois questions à se poser avant un bilan de compétences, selon nous. La toute première, je viens de la dire, mais c'est quel est le besoin que vous cherchez à adresser? Est-ce que c'est un besoin matériel? Est-ce que c'est un besoin émotionnel? Est-ce que c'est un besoin un peu plus existentiel? Ça, c'est important de répondre à cette question. Pour vous, en tout cas, pour ensuite aller à la deuxième question qui est quel type de bilan de compétences pourra répondre à ce besoin? Et in fine, la troisième, une fois que j'ai compris cela, j'ai compris le besoin que j'avais, le type de bilan qui répond à ce besoin, ben, je vais comprendre à quel type d'organisme je vais pouvoir m'adresser. Et là, la question, ce sera, quelle est la formation, l'habilitation, la certification, quelle est l'expertise des conseillers en bilan pour pouvoir répondre justement à ce besoin. Et comme on l'a dit, c'est essentiel de poser les questions. Et comme vous verrez, vous pouvez poser une question toute simple. Si par exemple, ils vous disent, on va trouver un projet qui vous correspond, vous pouvez demander de quelle manière et avec quelle méthode particulière vos conseillers sont formés. Et ainsi, vous allez pouvoir voir que la majorité vont vous répondre avec des tests de personnalité. Et donc, ils vont vous répondre, qui vont vous mettre dans des cases. Et ça peut avoir, on ne dit pas que les bilans sont nuls et que ça n'a pas du tout d'intérêt. C'est pas du tout ça le but, hein. Mais ça va pas répondre assez profondément et ça va, vous allez rester sur votre faim et vous n'allez pas pouvoir même identifier, parce que même si on va pas sur l'existentiel, d'accord, là j'ai parlé de l'existentiel, parce que pour nous, c'est un besoin qui est fondamental chez l'être humain. Mais si les personnes ne ressentent pas ce besoin, si on se contente juste de comprendre en quoi je suis la meilleure ou le meilleur, même dans un sens purement compétitif. Et là aussi, me comprendre en profondeur, ça me permet de mettre le doigt sur là où je vais avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres. Donc, même dans les deux catégories, existentielle, ça paraît évident, mais même dans la catégorie purement compétitive, ça a aussi un intérêt. Donc, c'est pour ça que nous, on pense qu'on a un vrai plus qui peut permettre aux personnes d'avoir justement de trouver cet équilibre et de répondre à tous leurs besoins. Donc voilà les trois questions qu'on vous invite à vous poser avant justement de choisir un bilan de compétences, quel qu'il soit. Donc d'abord vous, de quoi vous avez besoin. Interrogez-vous, faites une introspection. Une fois que c'est identifié, le comment est plus ou moins évident. Mais la première question, c'est elle la première. De quoi j'ai besoin? Donc voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre temps dans ce petit coin intime, d'avoir partagé ce moment-là. Et ben nous, après, on est présent un petit peu, on a un site, on a un LinkedIn, on a aussi un Instagram. Il faut vivre avec son temps. Moi, j'ai pas Instagram, je suis pas un Instagram. Je- mais c'était demandé par un public, une audience un petit peu plus jeune, qu'on puisse communiquer un petit peu sur ce réseau social-là. Donc, de temps en temps, on fait des publications là-dessus. Et bien entendu, pour nous contacter, on vous donne le contact du responsable. Donc la partie Excel Art, on est découpé en trois équipes. Donc il y a la partie, ce qu'on appelle opérationnelle. Donc Khalid qui est le directeur et qui chapeaute une équipe de deux personnes. Il y a une personne sur la partie communication, donc justement qui arrive à gérer les réseaux sociaux. Et on est trois personnes, donc trois accompagnants qui font les bilans de compétences et qui sont habilités à la méthode MO2I, qui est justement la méthode qui permet d'aller un petit peu plus en profondeur.
Donc voilà un petit peu pour ce soir. Et voilà, je suis ouvert à toute question. Et, si tant est qu'il y a- J'avais une question, excusez-moi, j'avais une Allez. question, c'est sur pas sur le principe des séances, mais vous parlez d'un bilan de compétences sur 6 semaines environ. Ça veut Oui. dire que c'est sur des semaines pleines ou c'est un entretien, ça démarre par un entretien la première semaine. Mhm. Ensuite, la deuxième semaine, on passe à autre chose. Exactement. Donc, en fait, comment je découvre du coup mon mode opératoire? Donc, ça, c'est l'atelier. Ça se passe en 2 séances en distanciel ou en 2 jours pleins en physique. La première semaine. La première semaine, voilà. On va dire que ça, c'est le point de démarrage du processus d'accompagnement. D'accord. On démarre par ça. Ensuite, on fait l'entretien de genèse. L'entretien de genèse, c'est en une fois. C'est un entretien qui dure entre 2 et 3 heures. D'accord. OK? C'est sur Or, la période des six de 0 semaines. à 16 ans? Oui, La exactement. genèse. Exactement. La période de 0 à 16 ans. Oui. Ensuite, on bascule à partir de la troisième semaine, donc sur les 2 semaines suivantes, où on fait le travail justement de l'inventaire des compétences. OK? De l'inventaire, et pas que parce qu'on fait l'inventaire des compétences, mais aussi on va sur les valeurs, les contre-valeurs, les compétences globales acquises dans nos vies, donc les compétences que j'ai pu acquérir dans le monde sportif, le monde personnel, etc., ma vie de famille ou ma vie de petite sœur, de grande sœur, etc. On a acquis des compétences qu'on va lister. On fait aussi Oui. le point sur ce qu'on a aimé faire dans notre carrière et ce qu'on ne veut absolument plus faire. Mhm. On peut l'avoir déjà identifié. Ensuite, on fait le point sur les différents métiers qu'on a eus, sur ce qu'on appelle le parcours de vie. Donc, au-delà des compétences, on va aller maintenant chercher le parcours de vie, les formations, etc., etc. On va travailler sur un outil que nous, on appelle la roue de la vie, si ça vous parle, où en fait, on va travailler sur qu'est-ce que la personne, justement, dans ses priorités qu'elle a dans sa vie, comment les classe-t-elle? Donc, les priorités. Donc, par exemple, est-ce qu'on met en priorité le temps libre, les voyages, la famille, euh, les amis, l'argent, etc. Ça, on travaille là-dessus parce que ça participe au fait de créer un projet qui nous est propre, selon justement ce D'accord. qu'on vise en priorité. Donc ça, c'est le travail qu'on va faire de la semaine 3 à 4. Et sur la semaine 5 à 6, là, on va faire un travail d'introspection où dans un premier temps, on va aller rechercher dans tous les palettes de métiers qui existent, d'accord, les métiers qu'on va considérer être les plus adaptés à notre excellence d'action, donc ce qu'on fait de mieux le plus naturellement possible, et les compétences qu'on a acquises. Parce qu'il est possible que, juste en mariant les deux, on est proche d'un métier sur lequel on peut avoir une certaine vocation, où on va vraiment être pertinent, ou alors on va découvrir que ça va nécessiter une reconversion. D'accord. Donc ça, c'est sur Et les semaines de ça compétences. aboutit vraiment sur un projet professionnel par la suite qui est vraiment adapté à tout ce qui aurait été fait en amont C'est le, c'est ou le but. C'est le but, et j'ai envie de dire, c'est le but, et on est obligé, entre guillemets, hein, même si c'est pas mais le terme, mais on est obligé par la loi déjà de produire justement ce projet résultat? professionnel. Hmm. Ce projet professionnel, c'est-à-dire que on va faire en fait, on va faire qu'est-ce que ça fait un bilan de compétences, in fine? Ça donne, par exemple, le processus classique, il va vous donner les perspectives d'évolution sur un métier. Donc, ça va vous donner un effet, est-ce que ce métier-là est plus ou moins adapté pour moi? Nous, ce qu'on va faire, c'est un petit peu la même chose, sauf que, comme j'ai dit, on va le calquer sur ce que vous faites naturellement de bien. Et in fine, oui, on part sur un projet professionnel. Qu'est-ce que c'est le projet professionnel? Généralement, on va procéder d'une façon assez récurrente. C'est soit on met le doigt vraiment sur quelque chose qui fait absolument le combo parfait, d'accord, entre mes différentes compétences et ma façon naturelle d'agir. Et là, c'est un métier, d'accord? Euh, Récemment, par exemple, on a quelqu'un qui était agent de maintenance. C'est pas une Mhm. blague, hein, il était agent de maintenance. Oui. Je crois il y a 2 jours, il était dans une exposition artistique à Dubaï. Mais ça, c'est Pour? parce que une exposition artistique à Dubaï Oui. où en fait il est peintre.
il fait de la calligraphie. D'accord. Et ça s'est retrouvé que c'est ce travail-là de profondeur qui a permis ça. Et Mhm. aucun autre bilan de compétences n'aurait pu permettre cela, et surtout lui donner la certitude qu'il était vraiment fait pour cela. Parce que c'était trop profondément étouffé, tout cela, pour Mhm. que ça puisse aboutir sur un projet. Donc ça, c'est le type Et, de reconversion qu'il peut y avoir, mais il peut y avoir des choses où les personnes sont seulement un petit peu adaptées. Si vous êtes venu, par exemple, au salon, on a une personne, Dounia, donc qui est partie, qui était dans le monde du assistante médicale et qui maintenant, aujourd'hui, euh, est créatrice comment on pourrait appeler, de plateaux de fruits. Oui. Mais encore une fois, ce n'est qu'un travail de profondeur qui a pu aller identifier que ce métier-là était réellement adapté et qu'elle avait une réelle légitimité à aller vers cela. Bon, là, je donne des exemples de reconversion des grands écarts pour donner un ordre d'idée de ce que ça peut produire. Donc, pour vous donner l'ordre d'idée, c'est que si on arrive à des projets comme cela, c'est qu'il y a vraiment un travail de profondeur qui se fait et qui va réellement identifier dans le métier-là, est-ce qu'on répond exactement à ce que je sais faire de mieux, à mes aspirations profondes et aussi à ce que concrètement va pouvoir me nourrir. Parce que ça, on le perd pas de vue, hein. Ce qu'on dit là, c'est on perd pas de vue. Ces personnes-là, typiquement, ont fait une transition. Elles sont pas parties du jour au lendemain de leur travail. Mhm. Elles ont, par exemple, donc dans ce projet, on peut faire deux choses. On peut mettre d'abord, une fois que je me comprends bien, ça peut juste être de commencer de communiquer avec son management, si on est déjà en emploi, et d'arriver à trouver un ajustement dans son métier actuel pour être beaucoup plus dans ma façon naturelle d'aborder les choses. C'est déjà arrivé. On a le cas d'un jeune qui était dans ce métier-là. Il était en fait manager, d'accord? Et en fait, après avoir découvert justement comment il fonctionnait, après avoir fait ce travail d'introspection, il a pu créer en fait, se recréer son poste de manager beaucoup plus en adéquation avec sa façon naturelle d'agir et ça lui a permis d'exploser en termes de reconnaissance auprès de son top management. Pourquoi? Parce il s'est évertué non pas à faire comme on lui disait de faire, mais à comprendre comment il faisait naturellement, à le faire, et ainsi il a eu des résultats fantastiques avec ses équipes. Parce qu'il est juste reparti à ce qu'il fallait. Mais s'il n'avait pas identifié, il aurait suivi le process, il serait passé inaperçu parce que il ne savait pas quoi faire et il suivait juste ce qu'on lui disait de faire. Donc, ça peut demander un travail de réajustement, ça peut Mhm. demander un travail de reconversion. Et par exemple, s'il y a reconversion, on va regarder, est-ce que ça nécessite une formation? Est-ce que ça nécessite un budget? Et du coup, de regarder l'opérabilité d'une reconversion. Peut-être que c'est un projet qui est sur 2 ans. On a eu le cas. Une personne qui s'est reconvertie dans un domaine, ça lui a nécessité 2 types de formation. Donc, une formation plutôt technique et une formation, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas mentionné là, mais c'est un accompagnement qu'on fait en plus, donc il n'est pas pris en compte dans le bilan de compétences, mais Oui. les personnes qui travaillent à ce qu'on appelle le pôle entrepreneurial, donc qui fournit une prestation pour les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, sur toute la partie entrepreneuriale, les études de marché, les études de budget, euh, le statut d'entreprise qu'il faudrait, etc., etc., les différentes aides d'État auxquelles elle va, etc. Donc ça, c'est pas, bien entendu, compris dans les 6 semaines parce que ça nécessite, on peut pas le faire en 6 semaines, d'accord? Oui. Si on identifie que le projet correspond à un projet qui nécessite de partir sur de l'entrepreneuriat, on peut proposer ce service ou inviter la personne à faire d'autres formations. J'ai une personne comme ça en tête qui a fait une formation après Pôle emploi sur l'entrepreneuriat. Donc ça peut être quelque chose, bien entendu, qui arrive. On a les deux cas. On a vraiment, je dirais les 3 cas. On a de la reconversion salariale, donc une personne qui se reconvertit mais qui reste salariée, une personne qui réajuste son métier ou qui se réconcilie avec son métier, hein. C'est déjà aussi arrivé. Mhm. C'était juste la façon qu'elle avait d'aborder son métier. Voilà. Et la troisième qui est, en effet, de l'entrepreneuriat.
soit dans un domaine où elle était déjà plus ou moins proche, ou dans de la reconversion. Mais globalement, c'est les trois exemples qu'on peut avoir. Et nous, du coup, on va définir le projet. Par contre, ça, on va vraiment un projet très précis. Parce que je pense qu'au travers du message, vous l'avez compris, nous, notre but, c'est pas justement de faire du chiffre, c'est d'arriver. Nous, notre but, c'est que chacun prenne sa place sur Terre. Ça peut paraître encore une fois, mais je me permets de le dire parce que c'est réellement quelque chose qu'on porte en nous. Donc, notre but, c'est d'aller jusqu'au bout des choses, que les personnes trouvent leur juste place. Mhm. Donc, on va jusqu'au projet le plus adapté pour elles. Mais par contre, pour être très sincère, qu'est-ce qui peut arriver quand on arrive au bout? Peut-être qu'après, il y a d'autres travails à faire. Oui, bien sûr. Un travail sur des croyances, un travail sur de la confiance en soi, etc., pour parfois passer le pas. Ça, c'est pas impossible. Mais en tout cas, on a déjà identifié ce qui était le plus adapté pour aller vers ce chemin d'épanouissement, de plaisir et de réussite, parce que les trois, pour nous, sont liés. Mais il y a aussi la réalité terrain, la réalité économique, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui recrutent et il y en a d'autres qui recrutent moins. Donc, par exemple, je sais pas, moi, si si je fais le bilan et que je suis douée dans un domaine qui recrute pas, c'est un peu compliqué quand même. Alors, ça peut être le cas. Nous, les cas qu'on a rencontrés, ils sont de deux types. Soit ça recrute pas du tout, Oui, d'accord? Je sais pas, je vous donne un exemple. On est en plein Covid, quelqu'un, on découvre qui peut être un serveur d'exception. C'est un peu compliqué, les restaurants sont fermés. En effet, on va être sur une situation, mais ne pas recruter, c'est conjecturel, d'accord? Soit c'est un métier qui a disparu et ça recrute pas du tout, et ça recrutera plus. Soit c'est un métier peut-être qui est en passe de re-recruter. Ça, c'est un premier point. Ce qu'on va aller vraiment regarder, c'est est-ce que dans ce métier-là, même si ça, parce que quand vous dites ça recrute pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas du tout d'embauche? ben, il y en a plus à terme. Si on prend par exemple les agents de voyage, maintenant beaucoup de gens font leurs achats sur le net, tout Très bien. simplement. Très bon exemple. On a le cas. On a Mm. le cas. Donc, une personne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans dans son mode opératoire, sa façon de faire, on a découvert en fait une personne qui avait la capacité, mais en fait, aujourd'hui, on a l'avantage aujourd'hui de pouvoir créer son business. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, qu'on en dise du bien ou du mal, hein, Oui, Internet permet de créer son marché sans avoir forcément d'appui physique. Et par exemple, c'est une personne qui a créé, on va dire, sa micro-agence de voyage avec une thématique particulière, c'est qui était suivez-moi et faites-moi confiance. J'exagère un peu mais c'est en oui, gros, oui. c'était des voyages où les personnes voulaient vivre de l'inattendu. Et c'est une personne qui, quand vous partez avec elle, amène vers l'inattendu. Parce que c'est sa façon naturelle d'agir. C'est comme ça qu'elle apporte elle fait vivre des moments d'expérience uniques aux gens quand elle est face à l'inattendu. Donc, elle-même ne prépare pas le voyage particulièrement, à part l'endroit, en gros, le pays. On se laisse aller et c'est ce que les gens sont en recherche. Donc, par exemple, elle a créé ce marché-là pour les gens qui veulent cela. Donc là, c'est un cas particulier. En effet, les agences de voyage ne recrutent pas, mais on peut toujours voyager. Donc, comment on peut créer une offre Ouais. Mm. qui nous correspond et les gens qui ont besoin de nous, ils viendront nous voir. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on a pu voir, c'est que quand vous faites vraiment quelque chose qui vous parle, vous allez parler aux gens. Et les gens qui ont besoin de vous, les gens qui ont besoin de votre expertise, les gens qui vont bénéficier de ce que vous pouvez leur apporter, si vous trouvez les mots, parce que quand vous savez exactement ce que vous faites, vous pouvez dire ce que vous faites et vous allez faire résonner, et c'est ce que fait le marketing, hein. Les mots vont résonner dans les personnes qui ont vraiment besoin de vous. Par exemple, hein, si on prend le cas où on développe une offre commerciale avec un service ou un produit particulier. Donc ça, c'est le cas. Donc, en effet, c'est pragmatique.
Donc, le cas échéant, ce qu'on fait, c'est que on peut créer, et ça, c'est vraiment, c'est du cas par cas. Donc, je donne des réponses parce que c'est du cas par cas. Mais Ouais. globalement, si on est dans un cas comme cela, on peut regarder un autre métier qui est peut-être pas aussi contentant, aussi complet pour la personne, mais qui va quand même être beaucoup plus épanouissant que le précédent métier qu'elle avait. Et donc, on va peut-être regarder si on n'est pas exactement dans le métier des rêves. Donc, on peut écrire le projet vocationnel et peut-être, on n'a jamais eu le cas, mais on va dire peut-être que c'est complètement impossible, disons le cas. Mais si c'est vraiment complètement impossible, on va quand même chercher un projet qui est pragmatique et qui va quand même permettre d'améliorer la situation au niveau du sens et de Ouais. l'épanouissement. Mm. Vous voyez, on est sur le projet vocationnel, c'est-à-dire le nec plus ultra, et on est pragmatique en disant, ben, si ça prend 2 ans, ok, mais pendant 2 ans, qu'est-ce qu'on va pouvoir garder, les métiers qu'on va pouvoir garder qui vont permettre cette transition jusqu'à ce métier de rêve. Parce que peut-être qu'il faut un budget, peut-être qu'il va falloir, en effet, développer un capital pour pouvoir créer, pour pouvoir aller voir les banques et solliciter un crédit pour créer une boutique, par exemple. Donc, cela, on le regarde, bien entendu. Mais c'est très spécifique. Mais en effet, c'est des cas qui sont euh, hypothétiquement possibles. Ouais. D'accord. Et sans transition, on n'avait pas parlé de coût du Alors, bilan. alors du coup, le coût du bilan complet, le coût normal, c'est 2 500 euros. Sauf que Oui. lors du salon, comme on vous a dit, toutes les personnes qui se sont inscrites ou qui ont suscité un intérêt lors du bilan pourront bénéficier de moins 50% sur cette offre. Si elles s'inscrivent, je crois, j'ai plus la date, ils l'enverront par mail avec le webinaire, mais il me semble que vous avez une semaine de réflexion parce que le but, c'est pas de vous précipiter, le but, c'est quand même que vous regardiez, etc., les différents bilans et que vous puissiez prendre des décision. En tout cas, si c'est pas avec nous tout de suite, vous pouvez venir plus tard, mais pour bénéficier de l'offre, justement, je dirais, aujourd'hui, peut-être dans 10 prochains jours, si vous émettez le souhait de partir avec nous, vous bénéficiez de moins 50%, donc d'un coût de 1 250 € pour le complet. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est juste pour revenir à votre tête, mais c'est important pour nous. Mais le bilan de compétences, globalement, le coût moyen, il est aux alentours de 1 800 €, le bilan de compétences. Il varie entre 1 800 € et des choses un peu plus exclusives jusqu'à 3 500 €. 3 500 €, généralement, c'est pour les hauts cadres d'entreprise. Voilà, Mhm. c'est ce type de. Donc, nous, 2 500 €, la grosse différence, c'est qu'on n'a pas du tout une offre similaire aux autres. Donc, ça, c'est pour ça qu'on va vous laisser le webinaire, vous pourrez revoir, mais si vous creusez, vous verrez que vous n'aurez pas d'offre qui va vous permettre d'aller aussi loin dans la profondeur pour vous comprendre. Donc, aujourd'hui, voilà, ça, c'est 1 250 € euh, si vous confirmez votre intérêt dans les 10 prochains jours. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne vous demande même pas de, de dire une date. On dit juste dans les 10 prochains jours, vous confirmez que vous allez bien effectuer, vous lancer sur un bilan de compétences avec nous. Et donc, après, on définira les dates possibles parce que, là, je reviens sur le déroulé. Mais le premier point, donc, l'atelier, si vous voulez le faire en atelier collectif, c'est des choses qu'on fait à date fixe. Donc, on a des ateliers euh, à Paris, pardon, à Paris ou en province. Donc, c'est Oui. des ateliers de 3 à 6 personnes où on fait justement cette découverte de mode opératoire. Ou alors, si vous voulez le faire tout de suite et que vous voulez pas attendre d'atelier ou que vous n'êtes pas disponible, on le fait en entretien individuel. Donc, en gros, dans les 10 prochains jours, si vous répondez, on prendra le temps de définir les dates à partir de quand on pourra commencer. D'accord. Mm. Merci beaucoup, hein. Merci pour la présentation. C'était très en profondeur. Et moi, moi, je trouve ça, tout me paraît très logique. Euh, Par contre, alors, je pense à mon cas. Je
peux m'imaginer que dans la fluidité, c'est-à-dire dans les choses que j'ai répétées, où je me répète et que je fais des choses, Mhm. euh, que c'est justement une boucle que j'aimerais casser. Parce que je me retrouve dans des situations où je ne veux pas être. Et c'est quelque chose que j'ai appris et refait et fait et refait, Mhm. mais qui me enferme au lieu de me libérer. Bien entendu, Myriam. Et ça, c'est différent du mode opératoire. C'est-à-dire que là, ce que vous avez identifié que vous n'aimez pas faire, Ouais. c'est quelque chose, vous avez pu avoir une fluidité, mais parce que vous l'avez répété de par votre expérience professionnelle. Ouais, parce que ça fait, bah, disons, c'est très souvent dans les thérapies, bah, c'est justement le sujet. C'est Mhm. que qu'on répète des choses et qu'on se retrouve dans des situations, mais qui nous rendent pas heureuses, mais plutôt malheureuses ou qui nous Bien sûr, pèsent. bien sûr. Et donc, en 6 semaines, disons, moi, voilà, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est vrai que ça pourrait mettre un frein sur euh, disons, ce C'est- qu'on veut trouver, j'imagine, et ce que vous faites, c'est Mhm. justement de plutôt analyser le cercle qui va vers une affirmation ou une expérience positive qui va justement mener à, à la capacité de pouvoir s'exprimer comme on veut et comment... Ouais, voilà. Oui, Mm. exactement. Et du coup, c'est très intéressant. Merci pour cette question. En fait, c'est justement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment à la différence de ce qu'on a appris à répéter de façon Oui, mécanique, machinale dans notre travail. Je sais pas, par exemple, ça peut être là, j'ai le geste de la couturière qui me vient parce que c'est très ou Charlie Chaplin. Voilà, les temps modernes où il a appris à répéter. Donc, on prend un ouvrier qui a appris à répéter un certain geste, etc., de façon mécanique. Là, on ne parle pas d'une fluidité dans le plaisir. On parle d'un oui, geste qui a été appris, machinalement répété, mais qui ne fait absolument pas de sens, qui ne oui, procure aucun plaisir et surtout qui ne touche pas à la créativité. oui, Donc, oui, oui, c'est bien ça. On a bien mis les trois points, les trois marques du mode opératoire. C'est-à-dire comment, je ne vais pas vous donner la méthode, comment on le découvre, parce que même non, si je non, vous le oui, dis, non, mais en plus, même si je vous le dis, parce que c'est pas un secret, on est oui, habilité et même si je vous le dis, vous ne pourrez pas le découvrir sur vous parce que ça nécessite justement un travail d'accompagnement. Et comme c'est inconscient, ça oui, demande réellement d'avoir cette interaction avec l'accompagnant lors de oui, l'atelier qui va oui, permettre de trouver cela. Et en fait, ok, réellement, c'est vraiment ça. C'est que nous, le même, là, on l'a mis au centre, mais le centre, c'est le plaisir. oui, 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 C'est-à-dire, c'est le marqueur qu'on est dans notre monde opératoire. Donc vraiment, au ouais, final, notre but, c'est de découvrir, et nous, on trouve ça assez beau, je dirais assez poétique, de se dire que ce que j'ai pu vivre de façon répétée, pas voulue quand j'étais jeune, aujourd'hui, c'est des situations dans lesquelles je me trouve en face quand je suis créatif qui me procurent beaucoup de plaisir. Ça veut dire que ouais, c'est le clin d'œil de la vie qui fait que, de par cette situation, aujourd'hui, on y trouve du plaisir. Mais en effet, c'est pas la fluidité apprise mécanique machinale. On ne parle pas de ça là. On ouais, parle ouais, de quelque chose qui est totalement incarné. Et quand on parle d'incarnation, dans mm, certaines spiritualités, on parle de réincarnation. Donc, c'est quoi? C'est être dans le corps. Incarné. In, mhm, dans le corps, la carne, la viande. Donc, dans le corps. C'est vraiment ouais, ça. Donc, c'est quelque chose qui est incarné. Ça fait partie de ce mode opératoire. Je ne peux pas m'en départir. Il est, il est, le terme qu'emploie Joël Guillon dans son livre, c'est le mode opératoire, c'est l'expression de c'est son ça, identité. Parce ouais, qu'en fait, ce c'est qu'on très bien, fait, voilà, l'expression de son identité. Les actions disent plus de nous que ce qu'on dit de nous. ouais,
Et comme on dit, les actes parlent plus que… Les paroles. Exact, Les paroles s'envolent. exactement. Mais c'est Les parce que paroles s'envolent. C'est pas si je mal vous, ça. vous avez bien, on a tous connu des gens qui se disaient être très fiables ou très généreux, et les actes ont démontré Montre juste le contraire, ouais. un petit gap entre ce que la personne pensait d'elle-même et l'acte qu'elle produisait. Et ça, c'est Ouais. exactement le type d'accompagnement qui se fait classiquement. C'est ça un test de personnalité. C'est je vous dis, voilà, je vous mets dans une situation, voilà. Quand vous êtes dans un groupe, est-ce que vous préférez être celui qui prend la parole? Donc, en fait, c'est vous parlez de vous. Mais déjà, quand vous parlez de vous, vous avez ce qu'on appelle en neurosciences des biais. Donc, vous avez comment dire, déjà, il y a un écart entre ce que vous pensez savoir et ce que vous savez. Et donc, ce que vous pensez savoir de vous, comment vous vous regardez, ce n'est pas réellement vous. On n'est pas très objectif. Et l'être humain, il a besoin de se raconter une histoire. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'identité narrative. Et c'est le grand auteur français Boris Cyrulnik. Je crois que c'est un rescapé de la Shoah Oui. qui est encore vivant, qui est un très, très, très grand psychologue français et qui parle d'identité narrative. Et si vous vous renseignez sur l'identité narrative, c'est quelque chose qui est nécessaire. On est obligé l'être humain, il est toujours obligé de faire du sens sur ce qui lui est arrivé. Donc, en fait, indirectement, il est obligé de faire ce sens, sinon il serait perdu. Et donc, parfois, le sens qu'on donne à nos actions, dans notre tête, ben, c'est un sens qui est un peu dévié de la réalité. Ouais. Mhm. Donc, du coup, voilà, nous, notre but, c'est d'aller au contraire. Les actions, elles disent sur vous et nous, on va aller. Et ce qui est intéressant, moi, j'adore cet exercice et c'est pour ça que je le fais parce que c'est toujours beau de voir. Parce que quand on démarre un accompagnement, vraiment, hein, on n'a aucune idée d'où on va, Mhm. puisqu'on ne connaît pas la personne. Ouais. D'accord? Ouais, ouais. Et on a un protocole, etc. Et après, nous-mêmes, on va dire, des appétences de par justement, notre propre mode opératoire. D'accord? Oui. Moi, mon Ouais. mode opératoire, d'accord, que je fais de façon très naturelle, c'est que j'identifie les potentiels qui sont inexploités chez les gens. Mhm. Quand j'identifie ces potentiels, c'est très inconscient, mais maintenant j'ai mis des mots dessus. Quand j'identifie ces potentiels, j'ai la capacité à mettre en place des scénarios de déploiement de ce potentiel. C'est-à-dire, je comprends ce potentiel, j'identifie ce qu'il est, et notamment le mode opératoire. Quels sont ses freins? Pourquoi il ne se déploie pas? Et du coup, comment mettre en place des scénarios pour qu'il puisse se déployer? Et ce qui se passe, c'est que moi, quand je découvre des modes opératoires, je vois des gens qui sont venus que je ne connaissais pas. Et en fait, je vois ce potentiel se révéler à eux et à moi. Et du coup, moi, c'est très, très, très intense pour moi, même le fait de le faire avec les gens. Je suis dans, euh, dans ce que j'aime le plus faire, en fait. Et Ouais. d'ailleurs, moi-même, j'ai opéré une reconversion vers ce métier quand je me suis découvert. D'accord. Donc, Ouais, c'est intéressant. ouais. Mhm. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais Ouais, après, c'est voilà, tentant, mais voilà. rien ne presse. C'est à vous de faire justement le pas, de faire ce travail-là, de regarder si vraiment, aussi, si le bilan de compétences est vraiment ce dont vous avez besoin. Si vous en avez besoin, du coup, les trois fameuses questions. Qu'est-ce que vous recherchez dans un bilan? Et du coup, in fine, de trouver le partenaire qui vous accompagnera le mieux dans ce que vous recherchez. Mhm. Le mieux Ouais. pour, voilà. Si je vais chercher du poisson, c'est mieux de prendre un pêcheur qu'un chasseur. Ouais, ouais. C'est- ouais. Très bien, bah, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Voilà, Merci. on va vous envoyer du coup l'enregistrement. Si vous avez des questions, encore une fois, il y aura le mail, vous pouvez répondre directement dans le mail. Sinon, vous pouvez directement contacter Khalid et après voir un petit peu ce que la suite. Et dans tous les cas, si c'est pas maintenant, si c'est pas demain, n'hésitez surtout pas à nous recontacter. On se fera un plaisir d'échanger et de même faire un point, parce que ça c'est possible, de refaire un point gratuit de 30 minutes
où on pourra rééchanger justement sur votre besoin réel. Est-ce que vous êtes bien sûr que c'est nous éventuellement qui serons le bon partenaire de danse, voilà, pour arriver à le balai du bilan de compétences pour arriver à trouver ce qui vous correspond le mieux. Donc voilà, merci beaucoup Myriam, merci beaucoup Sandrine pour votre temps. Merci à C'était un vous. plaisir. Et Merci. écoutez, bonne continuation. Merci. Et peut-être à bientôt sur un de nos ateliers d'accompagnement. Et sinon, ben, je vous souhaite une très bonne continuation dans votre vie professionnelle et dans votre vie en général. Dans la quête Merci de beaucoup. sens. Oui, Merci. c'est ça.